Mesdames et messieurs, bonsoir. On se retrouve dans cette nouvelle édition de ce soir, édition de 22 heures, au sommaire de l'actualité. Retour du président de la République au pays après sa participation au 37e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Autre actualité nationale, à l'ICBI, la tournée se poursuit, la tournée de proximité des parlementaires. Aux nouvelles mondiales, à Gaza, l'hôpital Nasser sous tension. Négociation pour une trêve peine à avancer. Les détails de ce journal à présent, je vous le disais dans les titres, le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, a quitté aujourd'hui la capitale éthiopienne Addis Abeba après sa participation au 37e sommet ordinaire de l'Union africaine dont les travaux ont duré 2 jours. Le président de la République a été à l'aéroport d'Addis Abeba, accompagné jusqu'au pied de son avion par le Premier ministre éthiopien, M. Abiy Ahmed Ali, un signe de marque d'une estime portée à l'apogée. Ce protocole exceptionnel consenti au président Guelleh est l'illustration parfaite du niveau élevé d'entente, de complémentarité et d'intégration économique caractérisant la République de Djibouti et la République démocratique et fédérale de l'Éthiopie. Ce sommet de l'Union africaine n'a pas manqué d'accorder un volet important de ses travaux aux problématiques les plus en vue dans le continent. La participation du chef de l'État à ce sommet a essentiellement été marquée par l'allocution sur le thème de l'éducation qu'il fit à la tribune de cet événement. Dans cette intervention, le président Ismaël Omar Guelleh s'était surtout livré au récit général des multiples efforts et initiatives entrepris par la République de Djibouti en faveur du renforcement de l'éducation et de la formation professionnelle. Le président de la République, son Excellence El Hadj Ismaël Omar Guelleh, a regagné ce dimanche au début d'après-midi le pays à l'issue de sa participation au 37e sommet ordinaire de l'Union africaine qui s'est tenu dans la capitale éthiopienne, Addis Abeba. À sa descente à l'aéroport de Djibouti, il a été accueilli par le Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, et les hauts cadres civils et militaires du pays, ainsi que les proches collaborateurs. Dévolu cette année au thème de l'éducation, ce sommet de l'Union africaine n'a pas manqué d'accorder un volet important de ses travaux aux problématiques les plus en vue dans le continent. Les conflits au cours dans plusieurs régions et pays du continent, l'accentuation des politiques dédiées à la croissance et au développement et les voies et moyens permettant aux nations africaines à davantage appréhender sous le signe de la solidarité les conséquences posées par les crises exogènes mondiales. Entre autres sujets étaient abordés au cours de cette réunion. Le président de la République, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, a pris part hier samedi matin à Addis Abeba aux travaux du 37e sommet ordinaire de l'Union africaine. Ce sommet a débuté avec un huis clos des chefs d'État et de gouvernement qui ont établi l'ordre du jour définitif de leur réunion au prolongement d'un débat sur le degré de sensibilité des problématiques et des crises multiples qui secouent les différentes régions et pays du continent. Il y a lieu de noter qu'à travers le conflit au Soudan et les différends récents entre la Somalie et l'Éthiopie, la région de l'Igat n'est-elle même pas épargnée dans les sursauts auxquels l'Afrique est en proie. À l'issue du huis clos des chefs d'État et de gouvernement, le sommet de l'Union africaine n'a pas dérogé au principe de tenir une cérémonie inaugurale dévolue au compte-rendu d'activités des instances distinctes de l'organisation. Les leaders africains ont appelé à un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza. À la foulée, il a procédé à l'élection d'un nouveau chef d'État, en l'occurrence celle du Mauritanien Mohamed Ould, à la tête de la présidence tournante de l'Union africaine. La participation du président djiboutien à cette réunion s'est essentiellement opérée sous la forme d'une allocution qu'il fit sur le thème « L'éducation d'une Afrique adaptée au XXIe siècle », adjoint cette année au sommet ordinaire de l'Union africaine.
Le ministre des Affaires étrangères, M. Mahmoud Ali Youssouf, a reçu à l'ambassade de Djibouti en Éthiopie la nouvelle haute commission de l'Union africaine pour le Soudan. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mahmoud Ali Youssouf, a fait le point sur les efforts de l'IGAD pour régler la crise au Soudan. La nouvelle commission de l'Union africaine a rendu un vibrant hommage au rôle important, décisif joué par le président en exercice de l'IGAD, le président de la République de Djibouti, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, pour trouver une solution au conflit soudanais. Cette audience a été l'occasion de réitérer l'urgence de trouver un règlement définitif de la crise actuelle au Soudan à travers la coordination et une étroite collaboration entre l'Union africaine et l'IGAD. A noter que les membres de la nouvelle commission de l'Union africaine ont rendu un vibrant hommage au président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, qui assure le poste de président de l'IGAD, qui n'a ménagé aucun effort pour trouver un plan de sortie de crise au Soudan, qui prend départ avec la réalisation préalable d'un cessez-le-feu. Les deux parties ont exprimé l'importance de mettre en place des corridors sécurisés pour acheminer l'aide humanitaire au peuple frère soudanais pour un plan de sortie de crise propice à l'organisation d'un dialogue inclusif étendu à toutes les parties protagonistes. Le chef de la Commission de l'Union africaine a réaffirmé l'importance et la nécessité pour l'Union africaine de travailler main dans la main avec l'IGAD pour trouver une solution aux crises soudanaises. Il a souligné que les deux organisations travaillent conjointement pour apporter leur contribution afin que le Soudan puisse revenir à un état constitutionnel normal où la population pourra jouir de la paix, vaquer à ses activités normales et mettre un terme à cette guerre qui cause tant de destructions et de souffrances pour le peuple soudanais ordinaire. On écoute à présent un extrait de l'intervention du chef de la diplomatie djiboutienne, M. Mahmoud Ali Youssouf. Le choix du président de la commission, son Excellence Moussa Faki, de nommer dans ce panel 3 personnalités qui regroupent une expérience reconnue sur le plan de la médiation et de la paix sur le continent. Ce panel conduit par le ministre Chambaz, qui est une personnalité très connue, M. Madera et Mme Wandera aussi, qui est ancienne vice-présidente de l'Ouganda. Je crois que ce choix d'abord est judicieux. Et ensuite, l'Union africaine et l'IGAD sont 2 organisations qui s'efforcent de travailler ensemble afin d'aider nos frères soudanais à parvenir à une cessation des hostilités. Beaucoup d'initiatives sont sur la table, parfois des initiatives qui sont hors du continent. Je crois que la convergence de ces efforts est très importante. Ce panel, je crois, est en train de travailler dans cet esprit et dans cette approche. Faire en sorte que toute initiative, tout effort, tout bon office pour le Soudan puisse servir d'abord le peuple soudanais qui souffre beaucoup de cette guerre. L'autre élément important qu'il faut souligner, c'est que l'IGAD et l'Union africaine ont eu cette excellente idée d'avoir une plateforme commune. C'est à travers cette plateforme commune que nous allons donc continuer à déployer des efforts pour pouvoir justement parvenir à cette cessation des hostilités et ensuite permettre donc l'ouverture de corridors humanitaires et engager en même temps les partis civils, la société civile, sur un processus politique. Voilà un petit peu l'approche qui a été mise en place. Je crois que le panel a pris cette responsabilité à bras-le-corps et va travailler donc à réaliser ces objectifs. Il a commencé par l'IGAD. Djibouti, en tant que président en exercice, est très heureuse de réaffirmer donc sa volonté de travailler avec l'UIA à travers le panel. Et bien entendu, le Soudan est aujourd'hui une priorité de l'agenda de l'IGAD. Nous avons essayé de tenir un sommet ici en marge de l'Union africaine
Mais à cause d'agendas qui se chevauchaient, ce sommet sera reprogrammé dans les jours à venir ou dans les semaines à venir. Voilà, la Corne de l'Afrique est dans la tourmente. Il y a beaucoup de crises en ce moment, mais je crois que l'Union africaine, l'IGAD, ont des responsabilités particulières pour ramener la paix. M. Chambaz a été champion donc, de ce qu'on appelle du programme Silencing the Guns, et je crois que son expérience nous sera très utile. Actualité à la une de ce journal. Après la première étape de sa tournée dans la région du Dikil, le président de l'Assemblée nationale, honorable Dileta, Mohamed Dileta, poursuit dans son périple ce hier samedi 17 février dans la ville d'Ali Sabié. Entouré toujours par les membres de son bureau, en l'occurrence la première vice-présidente Mme Safi El Midjibril, du deuxième vice-président M. Omar Ahmed Ouaïs, le secrétaire questeur M. Ibrahim Ahmed Abdo, et le secrétaire du bureau M. Saliban Dahir Bile. La forte délégation parlementaire conduite par le président de l'Assemblée a été arrivée à la localité de Doudou Balalé. Le renouvellement de la route RN5 contribuera significativement au désenclavement de la localité de Doudou Balalé, dont les habitants pâtissaient jusqu'alors des différents d'échanger convenablement, faute d'infrastructures routières viables avec la ville d'Ali Sabié. L'accueil réservé à la délégation parlementaire dans le chef-lieu de la région Assadjouk a été dans les plus chaleureux, marqué par des danses folkloriques et une effervescence festive. À l'esplanade de la préfecture et conseil régional d'Ali Sabié, la délégation parlementaire conduite par le président de l'Assemblée a été accueillie par le préfet d'Ali Sabié, M. Abdul Malik Mohamed Benoïta, le président du conseil régional, M. Chalmark Hassan Alale, accompagné des députés de la région. Les autorités civiles, militaires, coutumières et religieuses étaient également présentes pour témoigner de leur soutien à cette initiative. Cette tournée dans la région de l'intérieur vise à renforcer les liens entre les citoyens et les institutions et à favoriser un développement inclusif à travers les régions du pays. Les responsables et la population de la région ont transmis leurs doléances sous forme d'un dossier pour la délégation parlementaire conduite par le président de l'Assemblée nationale. waa la kala hadhay oo la kala baxay inakii shicibyo inakeena madaxdeena dilayta soo dhaweeya waa la kala hadhay oo la kala baxay waa la kala hadhay oo la kala baxay inakii shicibyo inakeena madaxdeena dilayta soo dhaweeya hablihii cabaadhiyada lahaa daclihii cunaabiga xidhna ilka dabar casaana aan lahaa camal sabi xishoodka uu lahaa ayay cali sabi. Le préfet de la région d'Ali Sabié, M. Abdul Malik Mohamed Benoïta, a souligné l'importance que la population d'Ali Sabié a mis dans cette visite où la délégation a été accueillie chaleureusement depuis la nomination du préfet de la région d'Ali Sabié, indiquant également l'accueil massif du président de la population pour le président de l'Assemblée nationale, M. Dileta Mohamed Dileta, pour sa tournée régionale. Le président de l'Assemblée nationale, son Excellence M. Dileta Mohamed Dileta, a remercié chaleureusement les autorités locales, la population Assadjouk pour son accueil grandiose et sans oublier, il a expliqué que cette tournée est la deuxième étape de la prise de contact dans les régions de l'intérieur. Cette tournée vise, a-t-il indiqué, à renforcer les liens entre les citoyens et les institutions, mais aussi à favoriser un développement inclusif à travers les régions du pays. Les députés agissent comme l'intermédiaire entre les citoyens et l'administration publique, a-t-il également ajouté.
L'honorable Dileta Mohamed Dileta a, dans le cadre de sa tournée régionale, précisé l'importance de ce prise de contact avec les citoyens et la collecte de leurs doléances comme étant les objectifs primordiaux de cette initiative. Cette même délégation, toujours conduite par le président de l'Assemblée nationale, a visité l'antenne locale de parlementaires dans la région d'Ali-Sabié, dans le conseil régional. Ensuite, le président de l'Assemblée nationale et les membres de sa délégation ont mis cap vers l'usine de la cimenterie, située au cœur de la région. Cette cimenterie produit les ciments Arrêt, qui est en apport de concurrence au ciment Naël. Au cours de cette visite, le directeur général a exposé une brève présentation sur l'évolution de cette usine. Il a déclaré que depuis 2011, l'usine de la cimenterie enregistre une forte amélioration, tant sur la qualité que sur la quantité, produisant 600 tonnes par jour. L'usine de la cimenterie envisage de développer son commerce d'exportation de ses produits vers les pays voisins. Poursuivant toujours sa visite de prise de contact, cette délégation conduite par le président de l'Assemblée nationale s'est ensuite rendue à la grande hôpital de la région Ahmed Absi Ouarsama, où elle a été accueillie par les responsables et les personnes de soins. Ce grand hôpital effectue des activités extra-hospitalières. La délégation a visité les différents plateaux techniques majeurs de l'hôpital. Enfin, les responsables de la région ont exposé les différents projets pour réaliser dans la région, tels que la construction de la Maison des Sages, le parc et le renouvellement du mont Ali-Sabié. على سرو قال جري أبكر هلي أن عبسو أي على الصبيح ندعان كنت هاي ورد هندي حرار جري بدوي عطان عاب جري على كان سرو قال جري أبكر هلي أن عبسو À l'issue de ces visites, le président de l'Assemblée nationale a dans l'après-midi eu une réunion avec les notables dépositaires de l'autorité traditionnelle de ce district au sein de la résidence de la préfecture. Au cours de cette rencontre, les notables ont évoqué la situation des différentes localités de la région. En premier lieu, ils ont énuméré les grandes avancées de la localité telles que l'électrification à Dasbio, la création des collèges et un grand CDC qui sera construit prochainement à Al-Adé. Leurs doléances ont surtout porté sur la dégradation de la route Guestir à Assamo. À cela s'ajoute le poste de police manquant à Dasbio, le problème d'adduction d'eau qui devrait avoir des conséquences importantes pour l'agriculture à Olhol et le danger alarmant de la clandestinité.
De leur côté, les femmes d'El-Isabi se sont également entretenues avec le président de l'Assemblée nationale et son bureau. En général, les femmes ont témoigné les mêmes doléances que les hommes. En réponse à ces doléances, le président de l'Assemblée nationale a assuré que toutes les recommandations et doléances exprimées lors de ces rencontres seront soigneusement notées et suivies de près. ندي عرار جيري بدوي عطان عاب جيري على كان السروقات جيري فكرتيو هل يان عبسو اي علي صبي دعان كنت حي Autre actualité de ce journal, c'est dans le cadre de l'évaluation mutuelle de la République de Djibouti par les pairs du GAFI-Moan, s'est tenu aujourd'hui, 18 février 2024, sous l'égide du ministre de l'Intérieur et président du comité de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Une rencontre de haut niveau consacrée au lancement de l'évaluation mutuelle de la République de Djibouti. Cette rencontre a vu la participation des hauts responsables de l'administration, les représentants du secteur privé ainsi que les forces de défense et de sécurité. Cette rencontre marque le début de 3 semaines de travail au cours desquelles les autorités djiboutiennes partageront avec les évaluateurs du GAFI-Moan les mesures adoptées pour mettre en place un système de lutte contre le blanchiment des capitaux et de la lutte contre le financement du terrorisme efficace et répondant aux 40 recommandations et 11 résultats immédiats de la méthodologie du GAFI. À cette occasion, les intervenants ont insisté sur l'engagement des plus hautes autorités politiques au processus d'évaluation mutuelle dans la lignée de la rencontre organisée sous l'égide de son Excellence le Président de la République, qui a souligné l'importance de cette évaluation pour notre système économique et financier. Les experts sous-groupe régional du groupe d'action financière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme GAFI entament ce dimanche leur mission d'évaluation mutuelle qui durera du 18 février au 7 mars 2024, a poursuivi le chef de mission de GAFI. Dans ce cadre, l'équipe d'experts tiendra des rencontres avec les autorités et administrations publiques impliquées sur cette question ainsi qu'avec le secteur privé. Rappelons que le 4 février 2024, le chef de l'État a tenu une réunion de haut niveau dans laquelle il a rappelé l'importance stratégique pour notre pays de réussir cette évaluation mutuelle de son cadre normatif et institutionnel de prévention et de répression du blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. La mise en œuvre efficace des recommandations du GAFI est essentielle pour renforcer notre cadre de lutte contre ces menaces et assurer la viabilité financière de notre pays, a mis en exergue le chef de l'État. Il s'agit bien d'une étape supplémentaire et décisive dans la quête continue de notre pays pour devenir un hub financier régional. Sous la houlette du ministre de l'Intérieur et président du comité de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, l'ensemble des parties prenantes se sont mobilisées de manière concertée et cohérente pour mettre en lumière l'efficacité de ce dispositif national et mener cette évaluation dans des bonnes conditions et ce, dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment des capitaux et de lutte contre le terrorisme qui est déjà présentée le 6 février au Conseil des ministres. On prépare à cette réunion de haut niveau le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur, le ministre du Budget, des Finances, la ministre de la Ville et de l'Urbanisme, le ministre du Commerce, la ministre déléguée des Investissements, le gouverneur de la Banque centrale, le président de la Chambre de commerce, le procureur général, coordinateur national de l'évaluation mutuelle et son adjointe, la conseillère juridique du président de la République, Mme Souad Hussein Farah. Cette évaluation permettra d'identifier les menaces et les vulnérabilités du dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme au regard des recommandations du groupe d'action financière internationale. À leur tour, les experts de la mission de visite sur place de l'évaluation mutuelle du GAFI ont respectivement remercié la République de Djibouti sur la fluidité des échanges entre les autorités djiboutiennes en charge de la coordination et le secrétariat du GAFI-Moan. On écoute un extrait de leur intervention. Mes collègues ici présents sont très heureux de conduire cette mission d'évaluation du dispositif national de la République du Djibouti
en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, la prolifération. Et dans le cadre du 10e cycle d'évaluation des pays de la région MENA. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, honorables invités, nous avons arrêté d'un commun accord avec vos autorités le calendrier de cette visite sur place comportant un programme assez dense de rencontres avec les responsables des différentes autorités de régulation et toutes les administrations et agences compétentes relevant de l'État. Les rencontres de l'équipe d'évaluation couvriront également les représentants du secteur privé, du Djibouti, du secteur financier et des professions non financières désignées. Notre mission principale, comme vous le savez, consiste à mettre en valeur les efforts déployés par votre pays, tant au plan de la législation et de sa conformité par rapport aux standards internationaux, qu'au plan de l'efficacité de lutte contre les crimes de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme et de la prolifération. L'équipe d'évaluation ne manquerait pas, tout au long de cet exercice, d'aider les autorités concernées ainsi que le secteur privé à mieux appréhender les aspects techniques et entrer aux carences éventuelles constatées par les évaluateurs. Nous exhortons les différentes autorités et les représentants du secteur privé à coopérer avec l'équipe d'évaluation en lui fournissant toutes les informations requises ainsi que documents utiles pour faciliter leur travail. Mesdames et Messieurs, la première étape que nous avions réalisée ensemble, c'était l'analyse de la conformité technique, comme l'a si bien précisé Monsieur le procureur ainsi que Monsieur Chakib. Cette étape consistait en une revue documentaire de tous les textes de la République au cours de laquelle l'équipe d'évaluation examine les documents et évalue la conformité de Djibouti aux normes internationales du GAFI en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Cette évaluation s'est concentrée sur divers aspects, notamment le cadre législatif, les mécanismes coercitifs et leur mise en œuvre dans la République. Durant cette étape, donc, et comme vous le savez, Djibouti a remis au début du mois d'octobre de l'année passée au secrétariat du GAFI Mouane la réponse à l'annexe de la conformité technique. Depuis, un échange fructueux a eu lieu entre vos autorités et l'équipe d'évaluation. Et actuellement, l'équipe d'évaluation examine les observations sur le premier projet de l'évaluation de la conformité technique. Le gouverneur de la Banque centrale s'est réjoui pour sa part de l'arrivée de cette équipe d'experts à Djibouti, en rappelant l'importance de mettre en lumière tous les efforts consentis par la Banque centrale pour lutter contre le blanchiment d'argent. Un honneur et un réel plaisir de prendre la parole devant vous aujourd'hui pour cette séance de lancement de la visite pays de l'évaluation de Djibouti par les GAFI Mouane. Avant d'entamer mon propos, permettez-moi de saisir cette opportunité pour souhaiter la bienvenue dans notre pays et adresser, au nom de la Banque centrale, de la communauté financière de Djibouti et de tous les opérateurs de la place et du gouvernement, et à mon nom personnel, un chaleureux séjour à Djibouti et nos remerciements pour votre mission à Djibouti que nous espérons couronner de succès. Distingués participants, Mesdames et Messieurs, comme vous le savez, la République de Djibouti traverse aujourd'hui un tournant majeur dans sa transformation en économie émergente et prospère dans un contexte régional et mondial difficile, de plus en plus marqué par les incertitudes. Comme d'aucuns le savent, notre pays a connu au cours de ces 2 dernières décennies une croissance et un développement économique exceptionnel sous l'impulsion et le leadership du président de la République, Son Excellence M. Ismaïla Omar Guelleh. Les importantes réformes menées et les investissements massifs consentis dans les secteurs stratégiques ont permis de porter cette croissance et la transformation du pays. Dans cette dynamique, notre secteur financier n'est pas demeuré en reste et a connu la même fulgurance dans son essor. Et ce résultat, à l'instar du reste de l'économie, n'est pas vraiment le fruit du hasard, mais plutôt le produit de choix stratégiques mûrement réfléchis. La promotion et le développement du secteur financier a en effet très tôt été identifié comme axe clé dans la stratégie de développement du pays, car bénéficiant d'un environnement de plus favorable
et d'un certain nombre d'avantages comparatifs, tels que son système monétaire solide, la liberté totale de mouvement des capitaux, un régime fiscal incitatif, etc. Le procureur général et coordinateur de cellule a souligné que le chef de l'État exigeait de tous les acteurs une implication sans faille afin que cette évaluation soit couronnée de succès. Permettez-moi de souhaiter la bienvenue aux membres de la délégation du GAFI-Moan dans notre pays, îlot de stabilité dans cette région quelque peu tourmentée. Mesdames et messieurs, les 40 recommandations du GAFI sont universellement reconnues comme les normes internationales en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Le processus d'évaluation mutuelle de Djibouti, processus volontaire, comme tous les pays audités du monde, permet de mesurer la conformité technique des mécanismes nationaux au regard de ces 40 recommandations et de leur niveau d'efficacité. Mesdames et messieurs, en mettant en place en août 2023 une cellule de coordination nationale que j'ai l'honneur de présider, le président de la République de Djibouti, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, a tenu à mobiliser l'ensemble des acteurs concernés par la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, à savoir les cadres des ministères, les personnels des organismes de régulation financière et non financière, les opérateurs du secteur privé ainsi que les autorités chargées de l'application de la loi. Mesdames et messieurs, cette cellule a permis dans un premier temps de sensibiliser les acteurs concernés par ces processus sur l'importance de la coopération interne entre tous les services. Par ailleurs, cette cellule a également eu pour mission de consolider et de transmettre l'ensemble des documents officiels aux experts du GAFI-Moan qui sont parmi nous aujourd'hui jusqu'au 7 mars, dans le but d'effectuer la première évaluation de notre cadre normatif en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Les rapports qui ont été transmis à ce jour sont respectivement les rapports de conformité technique, c'est-à-dire la conformité de notre cadre légal et institutionnel par rapport aux recommandations du GAFI, le rapport d'efficacité, les réponses aux questions complémentaires et puis l'appui au comité national pour l'élaboration de la stratégie nationale. Le ministre de l'Intérieur, président du Comité national de lutte contre le terrorisme, a détaillé le bouclier normatif et institutionnel que notre pays a construit suite aux résolutions du Conseil de sécurité, demandant à chaque institution publique et privée de tout mettre en œuvre pour lutter contre le blanchiment des capitaux qui sert à financer le crime et le terrorisme. Moi, un grand honneur de prendre la parole à l'occasion de la session d'ouverture des travaux de l'évaluation mutuelle de la République de Djibouti. Au nom du gouvernement de la République de Djibouti et à mon nom propre, je souhaite à tous les experts du GAFI-Moan une cordiale bienvenue en terre hospitalière djiboutienne et un agréable séjour dans notre paisible capitale. Je voudrais également assurer au groupe d'experts du GAFI une collaboration ouverte et sincère durant toute la durée de leur mission. Mesdames et messieurs, sous la direction éclairée du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, la République de Djibouti a fort œuvré pour mettre en place un système intégré de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en conformité avec les normes internationales. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous disposons d'un arsenal juridique et institutionnel complet, coordonné et efficace de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. En effet, la République de Djibouti s'est dotée dès 2002 d'une loi spéciale de lutte contre le blanchiment des capitaux et visant à doter les pouvoirs publics des moyens d'action appropriés pour lutter efficacement contre ce fléau.
C'est dans ce contexte que le service de renseignement financier a été créé en 2006. Ensuite, Djibouti s'est doté en 2011 d'un important dispositif légal de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme à travers l'adoption de 3 textes législatifs afin de se conformer aux exigences internationales en matière de lutte contre la criminalité financière. Aussi, la République de Djibouti a adhéré à l'ensemble des conventions internationales en matière de lutte contre le terrorisme et les différentes formes de criminalité transnationale organisée, ainsi que contre la corruption et les différentes formes d'infractions financières. Notre pays a également signé plusieurs accords de coopération, d'entraide judiciaire et sécuritaire avec les pays engagés dans la lutte contre la criminalité organisée. Je vous emmène au nord à présent, où la ville d'Obok a été le théâtre d'une journée historique, alors que le mouvement communautaire Italie Habite a officiellement dévoilé son engagement en faveur du développement de la région. La journée a débuté par un accueil enthousiaste d'une délégation prestigieuse venue participer à ce lancement mémorable. La délégation s'est ensuite dirigée vers le conseil régional, où le président du conseil régional, M. Mohamed Hamel Smaïl, a présenté brièvement l'initiative avant de se lancer dans une série d'activités dynamiques. Des plantations symboliques, une exposition éducative, des sessions de nettoyage de la plage, des peintures, des trottoirs ont été au cœur de cette journée d'action communautaire. Les activités ont culminé avec des animations vibrantes et des danses traditionnelles, célébrant ainsi l'unité et la vision du développement pour Obok. Voici quelques extraits des intervenants qui ont participé à cette journée à Obok. S'inscrit pleinement dans la vision éclairée de son Excellence le Président Ismaël Omar Guelleh, qui croit fermement que la jeunesse est la solution pour le développement. Aujourd'hui, nous, la jeunesse obokoise, déclarons haut et fort que nous sommes prêts à être cette solution et faire d'Obok une ville qui servira d'exemple pour les autres. Cette journée est une preuve tangible que notre engagement envers la vision du président. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à une personne dont l'engagement envers l'émancipation des femmes à Djibouti est une source d'inspiration pour nous tous. C'est avec un immense honneur que je remercie la première dame de la République de Djibouti, Madame Khadra Mahmoud Haïd, pour son soutien indéfectible et son rôle crucial dans l'émancipation des femmes. Son engagement remarquable se manifeste dans notre initiative Italie Habite, portée par les femmes de notre région. D'avoir associé
le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, à cette très belle et historique activité d'engagement de la société civile, d'engagement communautaire. Je pense que nous sommes tous convaincus que quand il y a l'engagement communautaire, alors tout est possible. Donc bravo aux femmes, bravo aux jeunes, bravo à toute la population d'Obok. On est avec vous et vraiment je suis très touchée et fière d'être parmi vous aujourd'hui. Ça m'a beaucoup touchée et cette initiative de la communauté, c'est extraordinaire. Un grand bravo. Merci d'avoir invité pour votre appui et coopération du côté de l'UNICEF. On est là et on a signé l'année passée avec Obok. C'était la première région avec laquelle on a signé un plan de travail. On est très fiers de ça. On va continuer aussi, bien sûr, avec toutes les régions, mais quand même, ça, c'était la première fois dans l'histoire. On écoute à présent les extraits des interventions respectivement du président du conseil régional et du préfet de la région d'Obok. Aujourd'hui, que l'on vous reçoit à Obok, à tous ceux qui viennent de Djibouti, les Obokois et également les amis d'Obok. C'est un plaisir de voir également les cadres bokois des souches qui sont à Djibouti et aujourd'hui qui ont bien voulu participer. Ça me touche particulièrement, même si je ne vais pas citer les noms, je pense à des amis qui sont là aujourd'hui, je leur dis un grand merci. C'est une initiative inédite dans la mesure où elle émane de la société civile, des mouvements associatifs d'Obok. L'idée vraiment de dire qu'on va nettoyer, qu'on va badigeonner, qu'on va planter, qu'on va verdir la ville d'Obok, c'est une fierté pour nous. Et les autorités que nous sommes, que nous soyons la préfecture, les conseils régionaux, les parlementaires, les membres du gouvernement, les anonymes, les simples civils, c'est une fierté de Obokoise et vraiment, vous nous rendez fiers et je vous demande d'applaudir comme il le faut. Dans tout le monde, à son niveau, les parlementaires, les ministres de la Défense, tout le monde a participé. Je voudrais vraiment que je leur rende grâce et je leur demande de continuer les appuis tant qu'Italie vivra. La ville d'Obok verdira. Aujourd'hui, pour moi, c'est une très grande journée. Je suis très ému et très heureux, car aujourd'hui, j'ai vu tout Hayou réunis, main dans la main et ensemble. Donc, le nettoyage et la plantation, donc le changement de Hayou, ce n'était qu'un prétexte. Mais nous avions un objectif beaucoup plus profond que ça. Notre objectif est simple. Ce que grands et petits, tous ensemble à Hayou, nous pensions Hayou, ma ville. Cette activité dure déjà depuis 3 semaines et je crois sincèrement que si nous continuons ainsi, nous pouvons atteindre les objectifs que nous sommes fixés pour 2024. Je vais ajouter un petit mot pour les jeunes militaires que nous avons perdus récemment dans un accident qui est survenu au niveau du lac Assal. J'aimerais que vous ayez une pensée pour eux. On écoute à présent le secrétaire d'État des Sports, le ministre délégué chargé de la décentralisation. Voici leur intervention. Profondément reconnaissant envers chacun d'entre vous, surtout les femmes qui sont engagées pour la réussite de cette journée. Votre enthousiasme, votre dévouement et votre détermination ont été véritablement inspirants. Ensemble, nous avons montré que lorsque nous nous initions, rien n'est impossible. Ensemble, nous pouvons surmonter les défis qui se dressent devant nous. Ensemble, nous pouvons bâtir un Obok plus fort, plus prospère et plus solidaire. Je vous appelle donc à maintenir cet élan, à continuer à faire preuve de civisme, d'engagement envers notre région Hayou. Nous avons perdu un fils d'Obok, en l'occurrence de Omar. Je vous demande de lui faire le Fatiha. Comme j'ai fini mon discours, je vais terminer par un mot. Hayou, Yahayou. Que je prends part à cette grande journée dédiée à l'engagement communautaire initié par le mouvement associatif de la région d'Obok. Cette initiative inédite a tout le mérite d'être saluée et félicitée à sa juste valeur. Je voudrais à cette occasion féliciter les membres du mouvement Italie Habite.
C'est un mouvement très important. Il est de notre devoir, nous les hommes politiques de la région, d'encourager la communauté obokoise en général et sa jeunesse en particulier afin qu'elle perpétue ces genres d'activités et qu'elle l'inscrive dans le temps. La propriété est une attente forte des habitants. Soucieux du cadre de vie, de l'environnement, du sentiment de sécurité et du respect que l'on doit à chacun, mais ce n'est pas une mince affaire. Félicitations encore à l'association Ethel Habit. Rendre la ville propre et un perpétuel combat contre les incivilités de toutes sortes, de ceux qui ne respectent pas les règles de vie. Il nous appartient à nous tous à respecter, protéger notre environnement. Le maintien de la propriété est un défi à relever ensemble et quotidiennement. Magazine de ce journal, le détroit de Bab el-Mandeb étant un passage vital du commerce international, les perturbations dans cette zone ont des répercussions significatives sur le commerce mondial avec environ 12% du commerce mondial transitant par cette voie maritime. Et donc Djibouti s'efforce de protéger les intérêts économiques de la région et de restaurer la stabilité dans cette voie maritime stratégique. Le reportage. Dans les contextes de tensions croissantes en mer Rouge, les attaques récentes ont perturbé le flux commercial, entraînant ainsi un impact direct non seulement sur l'économie mondiale, mais aussi sur l'économie régionale. Le détroit de Bab el-Mandeb étant un passage vital du commerce international, les perturbations dans cette zone ont des répercussions significatives sur le commerce mondial, avec environ 12% du commerce mondial transitant par cette voie maritime. Le détroit de Bab el-Mandeb est une ligne stratégique de commerce international. La garde-côte djiboutienne est fortement impliquée dans les opérations de sécurité et sûreté maritime dans ces détroits vital tant pour le commerce international ainsi que national. Ces perturbations ont des conséquences immédiates sur les activités commerciales du pays, de la mer Rouge et de l'océan Indien, y compris Djibouti. Malgré sa croissance économique remarquable, Djibouti reconnaît que le risque représente les tensions actuelles pour sa stabilité économique. Les gardes-côtes djiboutiens ont ainsi décidé de renforcer leur patrouille maritime afin de sécuriser la zone et d'éviter toute perturbation en cas d'éventuelles menaces. La garde-côte djiboutienne a des relations très étroites avec ses partenaires au niveau régional et international. Cette solide collaboration est vitale pour de manière commune faire face à toute menace dans le domaine maritime. Le pays abrite plusieurs bases militaires, mais ne fait pas partie de la coalition internationale dirigée par les États-Unis qui a lancé des frappes aériennes contre le groupe Houthi. En renforçant leur présence et leur opération le long des voies maritimes stratégiques, le garde-côte djiboutien a contribué à prévenir les incidents, à dissuader les actes hostiles et à garantir la libre circulation de navires commerciaux dans la région. Toutefois, notre pays n'est pas visé directement et la garde-côte djiboutienne a renforcé ses patrouilles maritimes dans les eaux du nord de notre pays et décide aussi de parer toute éventuelle menace qui vient par la mer. La lutte contre les actes de piraterie maritime et le tourisme maritime est une lutte commune qui ne se résume pas seulement aux pays voisins, mais aussi qui implique une action coordonnée tant au niveau régional ainsi qu'international. En intensifiant ces mesures de sécurité et en renforçant sa coopération internationale, Djibouti s'efforce de protéger les intérêts économiques de la région et de restaurer la stabilité dans cette voie maritime et stratégique. Le ministère de la Jeunesse et de la Culture a orchestré une soirée musicale et culturelle au CDC de Tadjoura, la ville blanche, dans la nuit du samedi 17 février. Célébrons avec éclat le mois de l'artiste et des langues maternelles. C'est sous un ciel constellé d'étoiles que la ville blanche a vibré au son enjoué de la musique portée par les voix talentueuses des jeunes artistes chanteurs de la région. Une soirée qui a été un véritable hymne à la créativité et à la diversité artistique locale.
La scène a été animée par plusieurs groupes de danse traditionnels qui ont offert des chorégraphies captivantes, reflétant la richesse des traditions culturelles de cette région. Les jeunes danseurs ont ensuite transporté le public dans un tourbillon de mouvements empreint d'authenticité. La soirée a bénéficié de la présence distinguée du vice-président du conseil régional de Tadjoura, M. Abdou Maki, du directeur des régions du MJC, M. Suleiman, M. Ali Mohamed Gadile, les élus régionaux ainsi que d'autres invités de marque. Le public, principalement composé de jeunes, a contribué à faire de cet événement un véritable moment de partage et de célébration. Nous préservons notre langue maternelle, nous préservons notre diversité culturelle. Nous devons être fiers de nos racines et de notre identité. Après 2 jours d'intensive formation à la salle polyvalente du stade Goulet, les sessions de formation premiers secours se sont achevées. Cette initiative spécialement conçue pour les acteurs sportifs a accueilli des membres des diverses fédérations sportives ainsi que des cadres du secrétariat d'État chargé des sports. À l'issue de la cérémonie de clôture, tous les participants ont reçu des attestations en reconnaissance de leur engagement. Présent lors de cet événement, le directeur des sports, M. Abchir, a souligné l'importance cruciale de ces formations. Je fais partie de la fédération de judo. Aujourd'hui, ça a été la journée de la clôture de la formation de secourisme de niveau 1. Ça s'est très bien passé. On a pu apprendre beaucoup de choses. Comment fermer une attelle, comment faire un massage cardiaque, utiliser un défibrillateur, etc. Et Inch'Allah, d'ici quelques mois, on aura encore une autre formation de secourisme et on pourra faire... On écoute à présent le directeur des sports, M. Abchir, qui a souligné l'importance de cette formation. Le département des sports a organisé une formation en secourisme intitulée Prévention et secours civiques de niveau 1 à l'intention des cadres techniques des fédérations, c'est-à-dire les arbitres, les entraîneurs, les dirigeants, mais également les cadres du département des sports qui sont chaque semaine, chaque week-end sur le terrain pour appuyer techniquement les activités physiques et sportives. Donc cette formation était composée d'un module de 10 heures avec des variantes théoriques et pratiques. Elle s'est déroulée ici au stade Goulet. Et je tiens à remercier la Direction nationale de la protection civile qui a mis à notre disposition un expert, mais également la Croissant-Rouge de Djibouti qui ont également dépêché un instructeur formateur. Donc nous avons eu une participation de 60 personnes. C'était très intéressant et les participants ont bénéficié des secours de base, et les conduites à tenir, les CAT, face à une blessure au niveau du terrain.
Donc il y avait également des discussions sur les accidents plutôt, ou bien les blessures qui peuvent intervenir durant la vie quotidienne, la vie courante. Subdivisé en plusieurs modules. Aujourd'hui, ils ont eu le premier module, d'où le niveau 1. Inch'Allah, le deuxième semestre de l'année, nous allons passer au module 2 et ainsi de suite. En Somalie, à présent, des responsables de l'organisation régionale d'Eligat à Mogadiscio ont procédé à la remise des équipements médicaux de pointe. Ont été remis à la ministre d'État du ministère de la Santé et de la Protection sociale du gouvernement fédéral de la Somalie, le docteur Mariam Mohamed Hussein, marquant ainsi une étape cruciale dans la lutte contre les maladies infectieuses en Somalie. Ce projet soutenu par l'Union européenne vise à moderniser la collecte d'informations sur la santé et à mieux comprendre la propagation des maladies au-delà des frontières. Le chef de l'IGAD en Somalie, le docteur Mahmoud Abdi, a souligné l'importance de ces équipements lors d'une déclaration aux médias mettant en avant leur contribution significative à la sécurité sanitaire dans la région. Le président de la République de Djibouti, son Excellence M. Ismail Omar Guelleh, président en exercice de l'IGAD, a été salué pour son engagement envers la région. Depuis que Djibouti a pris la tête de cette organisation régionale, la Somalie a bénéficié d'un soutien accru, témoignant ainsi de la solidarité et de la coopération au sein de l'IGAD pour faire face aux défis de santé publique. Aux nouvelles mondiales à présent, je vous le disais dans les titres, à Gaza, les craintes s'intensifient pour au moins 120 patients et 5 équipes médicales piégées sans eau, nourriture et électricité à l'hôpital Nasser de Khan Younes, principale ville du sud de la bande de Gaza. Israël concentre depuis des semaines ses opérations militaires à Khan Younes, ville natale du chef de Hamas à Gaza. Des négociations complexes à propos d'une trêve dans les combats, d'une libération d'otages retenus à Gaza et de prisonniers palestiniens écroués par Israël se poursuivent par l'intermédiaire des pays médiateurs, Égypte, Qatar et les États-Unis. Israël maintient qu'il veut poursuivre ses opérations militaires contre le mouvement islamiste palestinien au pouvoir depuis 2007 et qu'un arrêt provisoire des combats aura avant tout pour objectif de libérer des otages ou en échange de prisonniers palestiniens. Le Hamas a de son côté menacé samedi soir de quitter les pourparlers de trêve sur une aide supplémentaire, mais n'était pas rapidement acheminé dans la bande de Gaza, y compris dans le nord du territoire menacé de famine. C'est tout pour ce journal de 22h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.